Crayoniste, bonjour. Dans l'épisode du Poroïde d'aujourd'hui, je reçois Gérard Davet qui a écrit avec Fabrice Lhomme le livre Le traître et le néant. Dans ce livre, il revient sur le mandat d'Emmanuel Macron, comment il est arrivé au pouvoir et comment il a trahi François Hollande. Bonjour Gérard Davet. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, grand reporter au Monde, vous avez été professeur à Sciences Po et dans plusieurs écoles de journalisme, et vous êtes auteur avec Fabrice Lhomme de 10 livres d'enquête sur des affaires économiques, politiques et judiciaires. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez écrit récemment ce livre, Le traître et le néant, qui revient de façon assez acerbe sur le quinquennat de Emmanuel Macron, sur toutes les coulisses, la construction d'Emmanuel Macron, comment il est arrivé au pouvoir et le quinquennat, comment il s'est déroulé. Pourquoi avoir choisi ce titre, Le traître et le néant ? Alors ce titre, Le traître et le néant, c'est d'abord, je vais dénoncer mon collègue, c'est Fabrice Lhomme qui l'a trouvé, mais je l'ai évidemment totalement assumé. Ils ont été très nombreux tous à nous dire que oui, pour eux, effectivement, Emmanuel Macron s'était comporté de façon pour le moins déloyale, donc ils ont employé souvent le terme traître dans sa relation avec François Hollande et également dans sa promesse d'avoir un positionnement de gauche. Et sur le côté néant, c'est pas du tout comme d'autres peuvent le dire, Macron incarne le néant. Non, c'est que en fait le néant, c'est une phrase qui nous est arrivée par bon nombre de personnes, dont François Hollande d'ailleurs, qui nous ont tous dit son quinquennat et sa façon en fait de faire de la politique, ça aboutit à une sorte de néant au niveau du paysage, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on se situe, il y a des monstres qui prolifèrent et qui progressent parce que justement il a veillé à entretenir ce néant, ce no man's land politique. Donc d'où l'expression le traître et le néant qui nous a semblé être un clin d'œil intéressant par rapport au livre de Jean-Paul Sartre. Comment vous définiriez le macronisme aujourd'hui ? C'est un vaste fourre-tout, c'est un ensemble de mesures hétéroclites. Emmanuel Macron, c'est le même qui disait il y a 2 ans, avec moi il n'y aura pas de passe sanitaire, les Français pourront toujours aller au restaurant, et qui 2 ans après met en place le passe sanitaire. C'est le même qui dit bravo Angela Merkel, vous avez reçu 1,5 million de Syriens en 2015, la France n'a pas été capable de le faire, et puis qui ensuite, quand il y a des naufragés sur l'Aquarius, va dire non, on ne les prend pas en France. C'est le même qui va dire qu'il y a eu un crime contre l'humanité lors de la colonisation d'Algérie, et puis qui ensuite va dire que l'Algérie, ils ont une rente mémorielle avec la France. Enfin, c'est le même qui va aussi dire au tout début, il faut resserrer les budgets, ne pas donner trop d'argent, etc. Et puis qui ensuite va le dépenser durant la crise. Donc il y a toujours des raisons en fait à ces changements de paradigme, mais en fait c'est ça le macronisme, c'est la capacité de s'adapter à la situation et sans aucune conviction préétablie sur quoi que ce soit. Comment on convainc les gens de se confier, parce que votre livre est basé sur 110 témoignages, comment vous les avez convaincus ? Eh bien, on fait exactement ce que vous faites là en ce moment, c'est-à-dire qu'on les regarde dans les yeux, on leur parle, on enregistre, et puis on prend pas de notes, parce que si on prend des notes, on les regarde pas dans les yeux, donc on enregistre systématiquement, évidemment en leur demandant leur autorisation, et puis ensuite on laisse tourner l'enregistrement et on pose toutes les questions qui nous passent par la tête, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit absolument rien, et on s'aperçoit en faisant ça que bon nombre de journalistes parfois s'autocensurent, c'est-à-dire qu'ils ne se posent jamais les questions que les Français de base se posent, parce qu'ils se disent qu'il faut qu'on se situe à une certaine hauteur, etc. Nous on n'est pas comme ça, on pose toutes les questions qui nous intéressent, et puis à l'arrivée il y a forcément des réponses qui deviennent intéressantes. On est en décembre 2016, donc François Hollande décide de ne pas se représenter à l'élection présidentielle. Quelques mois auparavant, vous publiez un livre, Un président ne devrait pas dire ça, qui entraîne une mesure de destitution du président qui n'a pas abouti, qui a été rejetée. Est-ce que vous vous sentez pas responsable du fait que François Hollande ait décidé de ne pas... Je pense que notre livre a joué un rôle, oui, d'ailleurs il nous l'a dit lui-même, donc il nous l'a confirmé, et tous les gens autour de lui, de Manuel Valls à d'autres, nous ont tous confirmé que c'est la parution du livre qui a fait que les proches soutiens de François Hollande se sont détournés de lui, qu'il s'est retrouvé totalement seul. Donc oui, notre livre a créé les conditions de cet électrochoc. Est-ce qu'on se sent responsable ? Oui. Est-ce que quand on a découvert ça, parce qu'on n'était pas au courant, donc on a découvert ça en temps réel, c'était d'ailleurs lors d'une séance de dédicace pour le livre, on découvre ça en temps réel, on se sent effectivement responsable et on se sent... Et c'est fragile parce qu'en fait on se dit on a créé quelque chose et qu'est-ce qui va se passer derrière, quoi. Parce que vous parlez d'Emmanuel Macron et de sa création, mais justement, est-ce que vous aussi vous n'avez pas participé en réalité à la création d'Emmanuel Macron ? Je pense que oui, on est d'une certaine façon. Après, là on parle d'un homme, Emmanuel Macron, qui est un être extrêmement... rare dans la vie politique française. Il est très jeune, il est très vif, très rapide, très intelligent, très cultivé et très fin tacticien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réunissent toutes ces qualités-là à son âge. Et donc du coup, on n'aurait pas été là qu'il se serait créé lui-même. Mais je pense que notre livre a créé les conditions pour que son émergence se fasse. Ensuite, derrière, il ne faut pas oublier, il s'est passé un truc. Il s'est passé l'histoire de François Fillon. Si François Fillon n'a pas ses affaires derrière lui, il est au second tour. Et Emmanuel Macron n'existe pas. Vous n'avez pas l'impression d'être
un peu, enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'en ai eu en lisant surtout la fin, quand vous citez un passage, le comité central de la garde nationale de la Commune de Paris. Est-ce que, commune donc qui est une référence très à gauche, est-ce que en faisant ça, vous marquez pas en tant qu'intellectuel de gauche, opposé à la droite C'est une super bonne question, personne ne l'a posée jusqu'à présent depuis 2 mois. Et la vérité c'est que c'était un risque à courir et on l'a couru. Alors, on n'est pas des intellectuels, on n'est pas l'extrême gauche. Simplement, quand j'ai lu ce texte, en fait, l'histoire elle est simple. C'était les 150 ans, je crois, de la Commune. Je lis une bande dessinée absolument incroyable qui est sur la Commune, qui est vraiment géniale, que je recommande à tous vos auditeurs. Et en lisant ces bandes dessinées, ils reproduisent ce texte. Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais ce texte est génial, il est encore totalement d'actualité. Et c'est vrai que c'est un idéal. Choisissez quelqu'un qui vous ressemble, etc., etc. Donc c'est un idéal. C'est vrai que c'est un idéal d'extrême gauche, puisque la Commune c'est considéré comme étant quelque chose de très à gauche, mais objectivement, ça reste un idéal, quoi. Et on s'est dit, ouais, on le met. Il faut avoir en tête que ce qui se passe en France, on est dans un pays de liberté absolue. Nous, on a donné des conférences à droite et à gauche, on sait comment ça se passe, on connaît nos collègues. Essayer d'être journaliste, même journaliste tout court, pas d'enquête, en Russie, en Chine, en Turquie, et que sais-je encore, c'est impossible. Nous, en France, on écrit ce qu'on veut, et s'il y a un problème, c'est-à-dire que si on met en cause quelqu'un de manière excessive, il utilise la justice, et on est poursuivi en justice, les choses sont plutôt bien faites. Là où il y a un problème, et on l'a vécu il y a quelques années avec Fabrice, c'est qu'on enquête sur des pouvoirs qui sont, assez costauds, assez autoritaires, et qui n'aiment pas trop ça, ces méthodes d'enquête. C'est ce qui s'est passé sous Nicolas Sarkozy. Fabrice Lhomme et moi-même, on a été menacés, donc sous protection policière, j'ai reçu des balles, des explosifs, sous protection policière pendant 2 ans, j'ai été sur écoute téléphonique, on m'a cambriolé, menacé, mes téléphones ont été surveillés, ceux de ma fille, ceux de ma femme, etc. Donc là, c'est des méthodes qui sont des méthodes de barbouze, qui sont tout à fait désagréables à vivre, surtout pour l'entourage familial. Nous, on sait qu'on ne risque rien, si ce n'est éventuellement d'avoir des emmerdes, mais on ne risque pas notre vie, quoi. J'ai eu un sentiment un peu bizarre après avoir fini votre livre, parce qu'à la toute fin, vous mettez une liste avec les gens qui n'ont pas souhaité vous répondre, et j'ai eu ce sentiment un peu de mur de la honte, de dire ils n'ont pas souhaité répondre à Fabrice Lhomme et Gérard Davet, donc il y a une liste, Philippe Agnon, David Amiel, Bernard Arnault, Gabriel Attal, Roselyne Bachelot, c'est une liste qui est assez longue. Ils sont très nombreux. Oui, ils sont très nombreux, mais alors du coup, pourquoi vous avez choisi de les mettre ? Par transparence. On aurait aimé que nombre d'entre eux nous parlent. Bernard Arnault, par exemple, ça aurait été très intéressant concernant la vente des journaux du groupe Lagardère. Vincent Bolloré, pareil. Il y a plein de gens, on aurait aimé qu'ils nous parlent, en fait, et ils n'ont pas souhaité nous parler. Et c'est leur droit le plus strict. Simplement, nous, ce qu'on a toujours fait, et c'est ce qui aussi nous permet, je crois, d'avoir un lien de sincérité avec nos lecteurs, c'est qu'on leur donne toutes les clés, y compris celles qui ne sont pas forcément géniales. Ces gens-là n'ont pas voulu nous parler, soit par intérêt, soit parce qu'ils nous méprisent, soit parce qu'ils n'avaient pas envie, etc., etc. Ils ont tout à fait le droit, mais nous, notre droit, c'est de dire ils n'ont pas souhaité nous parler. C'est qui votre prochaine cible ? Pas de cible, on n'a jamais de cible. Quand tu entends le mot cible, ça veut dire que tu désignes quelqu'un et que tu vas l'abattre. Nous, on cherche pas des cibles. On cherche ça, en fait... Vous la battez, Emmanuel Macron. Non, parce on le dit dès le début, il y a des bonnes choses dans le macronisme. Et je peux comprendre les gens qui votent pour Macron, et on l'explique dès le début. Donc il y a des bonnes choses dans le macronisme. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre de la distance, de voir qu'est-ce que Macron, de quoi Macron est le nom, et qu'est-ce que le macronisme. Voilà, je pense qu'on apporte des réponses là-dessus. Après, on n'a pas de cible. En revanche, on choisit des sujets, des angles. Ça, c'est le journalisme.